Et pour commencer, nous, on va faire une introduction avec Emmanuel. Alors, c'est sûr que les enjeux multiples, en tous les cas, on les connaît bien. Donc, on nous parle de marque employeur, on nous parle d'engagement, de nouvelles compétences, nouveaux métiers, digitalisation des process RH. On peut se dire qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la DRH. Voilà, on va dire que le digital, en soi, c'est pas un objectif, mais c'est effectivement un moyen et une cause, et qui fait qu'aujourd'hui, on demande effectivement aux ressources humaines depuis 2-3 ans de devenir partie prenante ou même lead dans certains cadres de cette transformation business, et d'un seul coup, c'est énormément de nouveaux chantiers, de nouveaux défis à assurer. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire à travers une grille de décryptage, c'est en fait de se dire s'il y avait 2 angles de vue pour essayer de définir la mission RH, on essaierait de la mettre sur 2 axes. Le premier, c'est là où la DRH peut avoir un rôle de facilitateur versus de pilote, et un autre axe vertical, là où la DRH peut intervenir plutôt sur les modes de travail, les modes de collaboration, versus sur les postures. Et donc là, dans cette ligne, on a créé donc une matrice où on se dit qu'il y a 4 dimensions pour le nouveau visage d'une DRH, à savoir le côté business accélérateur, donc le côté partenariat avec l'ensemble des équipes managériales, le côté entrepreneur, et on donnera des exemples concrets juste après, le côté socio-coach pour faire émerger un peu plus l'intelligence collaborative dans l'entreprise, et le côté bien sûr techno-agile, parce que qui dit digital dit forcément outils, data analytics, et c'est aussi une nouvelle facette de la DRH, en tous les cas, qui est beaucoup plus poussée qu'auparavant. Alors cette réflexion, elle sort pas du chapeau, c'est lié à tous les échanges qu'on a avec vous, avec les DRH avec qui on travaille. On est en train de travailler sur un nouvel ouvrage avec Caroline qui s'appellera le guide du futur des RH et du management. Et l'idée, c'est justement de faire de l'intelligence collective, de prendre le temps qu'on n'a pas forcément quand on est dans le business pour essayer de prendre du recul, modéliser un petit peu tout ce qui est en train de changer et arriver finalement un peu aux 12 travaux d'Hercule du nouveau ou de la nouvelle DRH. Alors le plus difficile à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est par où commencer. Alors on prétend pas savoir par où commencer, on pense que ça dépend des organisations, mais en tous les cas, ce qu'on fait à travers cette grille de décryptage, c'est d'essayer d'ordonner un peu les chantiers. Et de se dire que finalement, dans le chantier Business Accélérateur, on a évidemment tout le changement, l'accompagnement du change au niveau culturel, qui passe évidemment par des nouvelles postures managériales, qui passe par une réflexion sur l'expérience collaborateur, qui passe par des valeurs, mais qui vont être vraiment connectées à ce qui se passe concrètement en termes de management dans l'entreprise, et puis évidemment tout ce qui va être GPEC et Strategic Workforce Planning. Ça serait la partie business. Je te laisse. Voilà, la partie entrepreneur, finalement, c'est un peu celle que nous, on vit en tant qu'entrepreneur. C'est être capable de vite s'adapter, changer, tester des choses, parce qu'on voit que les outils changent, les façons de faire changent, et donc on doit devenir une organisation apprenante. Et effectivement, en tant que RH, on a un rôle de leader pour impulser ça, pour mettre en place des nouvelles choses et pour pouvoir aider l'organisation à se transformer. Sur la partie socio-coach, en fait, on est aussi convaincu avec le digital. Vous le savez que le digital oblige à transversaliser l'organisation. Alors, sans aller dans des modèles d'organisation où on met tout le monde dans un même département, c'est pas le sujet. Mais finalement, on se dit, l'organisation, elle passe par la relation. Et ces relations, elles vont pouvoir s'améliorer si on met en place et si on forme nos collaborateurs sur tout ce qui est technique de co-développement, sur tout ce qui est facilitation, sur tout ce qui est technique d'amélioration du collaboratif, et vraiment avec des outils et des méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on met dans toute la partie socio-coach. Voilà, et techno-agile, on va pas se leurrer, beaucoup de gens qui ont démarré dans les RH n'ont pas forcément un diplôme d'ingénieur, mais on voit bien que la technologie change la façon de travailler, de s'organiser pour l'organisation et pour les RH. On parle bien d'ici RH, en ce moment je pense que tout le monde a des chantiers assez complexes avec beaucoup de plomberie, mais finalement l'idée c'est effectivement d'être de plus en plus à l'aise avec ces sujets-là. C'est aussi gérer, recruter des experts aujourd'hui technologiques, et donc on voit bien quand on doit recruter un data analyst, un expert en IA, finalement c'est des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. D'ailleurs, souvent, des fois, on laissait le recrutement ou le pilotage des profils techniques à la DSI, sauf qu'on voit bien que ça va devenir cœur business aujourd'hui pour beaucoup d'organisations, et donc il va falloir aussi s'équiper dans l'équipe RH de gens qui ont la capacité de comprendre ces profils-là, de recruter ou d'évaluer ces profils-là, parce que ça devient vraiment stratégique pour l'organisation. Donc c'est vrai qu'on va aussi avoir des outils d'analytics pour piloter la performance, évaluer les gens tout au long de l'année. Donc il y a un joli chantier de ce côté-là, derrière le jargon qui paraît des fois un peu
technique ou confusant. Et là, on parlera bien data, notamment aussi avec Indeed, Charles Chantala, qui viendra nous parler data au service du recrutement notamment. Donc finalement, l'enjeu, on se dit globalement d'une DRH, c'est de développer maintenant les capacités d'adaptation permanente d'une organisation. Ça nous semble en tous les cas être une bonne première synthèse de cette approche. Alors pour vous donner quelques exemples concrets, on commencera par la dimension business. Exemple, Aéroport de Paris. Alors ils sont intervenus au dernier Future of Work au mois de novembre. Vous pouvez retrouver la conférence sur le site du Hub Institute, où eux, ils ont vraiment mis en place tout un plan d'accompagnement managérial en passant par le coaching d'organisation sur un sens global. Pour vous donner un exemple concret, il y a eu des ateliers sur le sujet, par exemple, comment développer la pensée systémique. Donc vraiment sur des soft skills qui sont très précises. On ne parle pas de soft skills plus courantes comme communication ou art du pitch. On va vraiment sur des sujets qui vont les aider à mieux collaborer ensemble. On a aussi un autre exemple chez ING, où chez ING, en fait, ils ont co-construit les postures et les nouveaux rituels managériaux en embarquant une partie des collaborateurs et une partie des managers pour les connecter vraiment aux valeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'afficher des valeurs, vous le savez bien, et que finalement, au jour le jour, on ne les ressent pas dans une organisation. Finalement, cette dimension business, c'est réaligner les intérêts, la compréhension et le sens de tout le monde et s'assurer qu'à la fois que les objectifs business et la stratégie soient clairs pour tout le monde et que cette stratégie elle se traduise vraiment dans la culture, dans les postures, dans les usages, ce qui n'est pas toujours le cas chez tout le monde. Dimension entrepreneur, on aime beaucoup l'exemple de SkillLib, qui est un projet qui existe maintenant depuis plus de 2 ans chez Engie. En fait, c'est une marketplace, une plateforme d'échange de compétences. Donc les collaborateurs, alors pareil, vous retrouverez la conférence du 15 novembre. C'est très intéressant sur les tensions que ça a pu évidemment provoquer au démarrage de ce projet. La DRH s'est sentie un petit peu dépossédée de son rôle. En même temps, les managers aussi se disaient, mais finalement sur cette plateforme, quand les personnes vont proposer leurs compétences dans d'autres business units, je vais donc, entre guillemets, perdre mon collaborateur pendant quelques semaines. C'est des missions qui peuvent aller jusqu'à 2 mois, 3 mois. Donc voilà, c'est vraiment un système d'échange de compétences, mais pour le mettre en place, ça demande vraiment beaucoup de travail d'évangélisation et puis de partage sur le sens de faire ça. En tous les cas, on sait d'après Engie que ce projet, il a été énormément poussé et très très bien accueilli par les plus jeunes, de 25 à 35 ans, qui du coup demandent beaucoup plus qu'avant de découvrir des nouvelles compétences. On a aussi l'exemple, alors plus récent, en novembre 2018, la Digital Factory d'Air France, qui est un centre éphémère et qui est un peu un lieu pour le partage et la montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs. Mais c'est qu'un lieu, finalement, c'est créer un lieu physique qui permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, d'inviter des experts externes ou internes. Donc vraiment cette volonté d'accélérer, de faciliter ou de fluidifier l'échange. Sur la dimension socio-coach, très récemment, en fait, on a accompagné le groupe TF1, quelques équipes du groupe TF1, sur la montée en compétences sur 2 choses, la facilitation. Comment on apprend en fait à faciliter une réunion d'équipe et pas être et être du coup en mode vraiment partage et avoir chaque personne qui va pouvoir s'exprimer et le pourquoi et qu'est-ce qu'elle attend du groupe. C'est en 7 étapes cette technique et c'est plutôt un succès. Et puis les techniques de co-développement aussi dans une équipe pour permettre du coup d'ouvrir beaucoup plus les débats et d'être moins dans des débats qui seraient un peu plus j'aime pas. Donc il y a vraiment c'est des techniques qui sont assez. Et c'est une problématique qu'on retrouve chez beaucoup de boîtes où finalement où c'était des organisations pendant des années où tout était structuré, posé. Donc du coup on stimulait plus la compétition entre managers, entre équipes, et on voit bien qu'aujourd'hui on a plus besoin d'une collaboration transversale. Donc c'est pas évident quand on n'a pas forcément appris à écouter, mais plutôt à imposer ses idées ou à utiliser les réunions pour se mettre en avant, d'apprendre à écouter peut-être des fois les gens moins vocaux, mais pas moins intéressants pour autant. Et la dernière dimension, techno-agile. Techno-agile, on ne citera pas lequel, mais un acteur telco avec qui on est intervenu il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment en pleine problématique de pilotage de sa roadmap SIRH. On voit bien à quel point aujourd'hui, même pour des gens assez avancés, parce que dans les telcos ils sont plutôt bons, c'est pas simple. On a les grands éditeurs, on a des nouveaux acteurs, on a des startups, on a des développements internes, et il faut faire cohabiter toute cette legacy puis toutes ces nouvelles solutions, et en plus on voit bien que souvent quand on est RH on pense quand même à 2, 3, 4, 5 ans, sauf que les roadmaps techno souvent déjà au bout à plus de 2 ans on a du mal à voir ce qui va venir. Donc c'est un vrai boulot aussi qui est pas simple, qui est pas évident, parce que c'est pas juste une problématique de compétences, c'est d'être visionnaire, d'échanger un petit peu, et puis surtout si on est sur de la France ou de l'international, ça peut complexifier pas mal les choses.